Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je vais parler de la santé sexuelle chez l'homme. Donc vous avez vu qu'elle fait partie de la définition de la santé selon l'OMS, que 83% des hommes et des couples de plus de 50 ans désirent toujours avoir des rapports sexuels, à condition que ceux-ci soient de qualité. Quand on a pu interroger des couples de centenaires qui étaient encore ensemble, ils nous disent la même chose, ils ont des rapports sexuels, mais ils veulent que ceux-ci soient de qualité. Alors moi, je vais vous parler de dysfonction érectile, d'éjaculation précoce et de troubles du désir. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, faut-il parler de sexualité avec les hommes en médecine générale ou bien faut-il attendre ? La réponse, je vais vous la donner tout de suite. Il faut en parler pour 5 raisons. Les troubles sexuels sont très fréquents. Ils ont un retentissement important. Il existe aujourd'hui des prises en charge efficaces qui sont médicamenteuses et non médicamenteuses et qui se complètent très bien. Et puis, vous avez aussi un grand pourcentage d'hommes qui arrêtent leurs autres traitements sans en parler. On va y revenir. Et puis, ça peut être aussi, les troubles sexuels, l'occasion de diagnostiquer une pathologie méconnue. Alors, la dysfonction érectile, c'est un trouble fréquent, 16 à 25% en moyenne, jusqu'à 44% des hommes de plus de 45 ans. Ça augmente encore avec l'âge. L'éjaculation prématurée concerne un homme sur 3, mais elle est sous-diagnostiquée et sous-médicalisée. Trop peu de patients en parlent à leur médecin. 52% des patients souffrant d'un trouble sexuel aimeraient de l'aide de la part de leur médecin généraliste. Seulement un patient sur 10 obtiennent cette aide. 20 à 30% des hommes interrogés souffrant de DE, souffrant de dysfonction érectile, ont consulté un médecin. Le médecin généraliste est désigné par les patients comme l'interlocuteur privilégié. Voilà. Donc c'est un trouble fréquent et qui entraîne des conséquences importantes. Les études de qualité de vie réalisées montrent une diminution significative des scores de santé générale, sociale et mentale, ainsi qu'une baisse de l'estime de soi et du bien-être émotionnel, alors que les scores de dépression augmentent significativement. L'homme peut présenter une perte de confiance, une résignation, un déni, peut-être dire finalement c'est pas si important que ça d'avoir des rapports sexuels, je m'y fais très bien. Alors qu'en fait, s'il allait mieux, il serait content de continuer à avoir des rapports sexuels. Il peut présenter un syndrome dépressif et certains hommes pensent à la sexualité tout le temps quand ils travaillent. Ça va impacter leur qualité de vie professionnelle et ils vont peut-être certains même perdre leur emploi. Voilà. Il y a aussi une anticipation de l'échec et une anxiété de performance qui s'installe. Et puis, certains hommes ne veulent pas retomber amoureux, avoir de nouveau une intimité de peur de l'échec. Alors, il y a aussi un grand pourcentage d'hommes qui arrêtent leurs autres traitements sans en parler quand ils ont une dysfonction érectile. 87% des hommes avec une dysfonction érectile peuvent arrêter leurs antihypertenseurs. Juste avant de rentrer dans la plénière, je discutais avec un ami qui me dit j'ai un patient qui a arrêté sa trithérapie pour hypertension. Alors, je lui ai trouvé une tension à 18 ou 20 au cabinet. Et puis, en discutant, il ne m'a pas donné de raison, mais c'est peut-être qu'il a une dysfonction érectile et qu'il a essayé de voir si ça allait mieux. Donc, pensez-y. Les hommes arrêtent aussi leurs antidiabétiques et il y en a même qui ont arrêté leur insuline quand ils avaient une dysfonction érectile. Et puis, certains arrêtent aussi leurs antidépresseurs, 73%. Évidemment, le ou la partenaire est aussi affecté. Parfois, au début, la partenaire peut être compréhensive, voire flattée. Et puis, rapidement, apparaissent des troubles du désir, une dysorgasmie, un développement d'une image négative de la sexualité, un sentiment d'abandon, de la jalousie. Ça peut aller jusqu'à l'infidélité pour confirmer sa féminité ou obtenir une satisfaction sexuelle. Les relations sexuelles s'espacent dans la vie de couple, la vie conjugale se détériore. Il y a la peur de faire de la peine au partenaire, une culpabilité, un évitement des rapports et de l'intimité, une insatisfaction sexuelle. Ça peut aller jusqu'au conflit et la séparation. Donc vous voyez que c'est fréquent, qu'il y a un vrai retentissement quand il y a des troubles sexuels qui s'installent chez l'homme. C'est aussi l'occasion de dépister une pathologie méconnue. La dysfonction érectile peut être le premier symptôme rapporté d'un diabète, d'une pathologie cardiovasculaire, on va y revenir, d'un état dépressif, d'un déficit androgénique, d'une pathologie prostatique,
d'un syndrome d'apnée du sommeil, d'une maladie neurologique. Donc, il y a eu une étude où on a suivi un groupe d'hommes assez important, sans événements cardiovasculaires, sans dysfonction érectile, et puis à force de les suivre, le groupe s'est séparé en deux, ceux qui avaient une dysfonction érectile, ceux qui n'en avaient pas, et toujours sans événements cardiovasculaires. On a continué à les suivre, et puis on a observé la survenue d'événements cardiovasculaires dans le groupe avec une dysfonction érectile. Et vous voyez, plus les années passent et plus les événements cardiovasculaires sont nombreux. La dysfonction érectile peut être le premier signe clinique venant attirer l'attention sur une problématique cardiovasculaire encore méconnue du patient. Dans une population d'hommes qui ont une dysfonction érectile, 33% sont à risque cardiovasculaire intermédiaire ou élevé, 17% souffrent d'hypertension, 6% ont une angine de poitrine. Il y a eu une autre étude où on a, chez des hommes qui ont eu un infarctus, on a regardé leurs antécédents et regardé leurs antécédents de dysfonction érectile. Et on s'est rendu compte en les interrogeant bien que 3 ans avant l'infarctus, en moyenne, il y avait l'apparition de dysfonction érectile. Alors, ce n'est pas un facteur de risque, mais c'est un marqueur de risque. Et on peut dire que dans ces cas-là, la dysfonction érectile est la partie visible de l'iceberg. Et quand j'interroge mes patients et quand je les examine au niveau cardiovasculaire, la question sur « avez-vous une dysfonction érectile ?» fait partie de mon interrogatoire pour le cœur et je les informe de pourquoi il faut surveiller. Alors, ce n'est pas les hommes jeunes qui sont sans facteur de risque, c'est les hommes âgés qui ont un terrain cardiovasculaire. Si jamais une dysfonction érectile apparaît, il est probable que dans les années qui vont venir, ils risquent d'avoir un infarctus. Et parfois, certains cardiologues nous ont dit « Ah, tu m'as adressé un patient, bien vu, les artères étaient bouchées, il allait faire l'infarctus, bien joué. » Alors, comment parler de sexualité en médecine générale avec les hommes ? Il va être important pour nous de repérer les plaintes masquées. Donc, il y a les plaintes cheval de Troie où les patients amènent un motif prétexte visant à tester l'attitude du médecin vis-à-vis de la sexualité, les IST, les troubles génito-urinaires. Et puis, soyez attentifs aussi à pouvoir décrypter les plaintes générales du type « je suis fatigué en ce moment ». Ça peut vraiment sous-entendre un problème d'érection. Depuis qu'on me l'a dit, j'y fais attention. Et donc, docteur, je suis fatigué, ça ne va pas trop en ce moment. Maintenant, je pose la question et je retrouve plus fréquemment des problèmes d'érection. Pour aborder la dysfonction érectile, ça a déjà été dit, on conseille une question simple et directe. Avez-vous un problème d'érection ? Si jamais la réponse est non, reformulez, qui amènera plus de sens. Et donc, vous pouvez prendre un élément du dossier du patient. Je vous posais la question parce qu'on sait que chez les diabétiques, la fréquence de la dysfonction érectile augmente. Et puis, on laisse le silence et on va voir ce qui se dit. Évidemment, si la réponse est toujours non, je n'insisterai pas, mais le patient sait qu'il pourra m'en parler une autre fois. Si la réponse est oui, je devrais confirmer la dysfonction érectile. Et je vais poser la question, voulez-vous dire que votre verge n'est pas assez dure ? Il faudra caractériser cette dysfonction érectile et c'est important parce que les dysfonctions érectiles simples, les problématiques simples peuvent être prises en charge par le spécialiste de médecine générale tout seul. Si c'est des problématiques complexes, on aura besoin d'un avis. Donc pour savoir si c'est simple ou complexe, il faut que ce soit une dysfonction érectile secondaire isolée qui dure depuis pas trop longtemps avec une érection résiduelle au sein d'un couple motivé. Donc pour savoir si c'est secondaire ou primaire, on demande est-ce que c'est depuis toujours ? Pour savoir si c'est isolé, on pose les questions. Avez-vous toujours envie d'avoir des rapports ? Avez-vous une éjaculation trop rapide ? Avez-vous des douleurs ? Avez-vous l'impression que la taille de votre verge est trop petite ? Avez-vous des difficultés lors de la pénétration ? Pour la durée, on demande depuis quand ça arrive. On considère que 3 à 6 mois, ça peut faire partie des problématiques simples. Sinon, c'est complexe. Pour savoir si c'est au sein d'un couple motivé, est-ce que votre partenaire est au courant de votre consultation aujourd'hui ? Est-ce qu'il vous soutient dans la démarche ? Est-ce que vous avez encore des rapports, des gestes de tendresse tous les deux ? C'est pas mal aussi de remonter au début du trouble. Racontez-moi la première fois. Et les hommes se rappellent très bien de leur première panne. Oui, je me rappelle très bien.
C'était il y a 6 mois, j'avais un audit au boulot le lendemain, j'étais fatigué, stressé, j'ai eu une panne, et puis dans les jours qu'on suivit, j'ai voulu vérifier que ça marchait. Et là, l'anxiété de performance s'est installée et on va pouvoir agir dessus. Je vous ai mis un petit mot sur l'analyse fonctionnelle. Dans la plénière d'avant, on a parlé de psychothérapie, des thérapies cognitives et comportementales. J'aime bien aussi comprendre ce qui se passe et pouvoir le montrer au patient. Ça lui permet d'être plus acteur de ce qui se passe. Donc, vous savez qu'il y a des cercles vicieux comme ça qui se mettent en place, situation, pensée, émotion, comportement, conséquences. Et donc, je demande à l'homme, racontez-moi ce qui se passe, comment vous le vivez, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous faites, et puis quelles vont être les conséquences. Je vous ai noté un exemple, un patient qui me dit, voilà, ma femme se rapproche de moi pour avoir un rapport. Moi, je me dis que je vais encore avoir une panne, qu'à force d'avoir des pannes, elle va finir par me quitter. Et donc, ce que je ressens, c'est de la tristesse et de la peur. Et donc, le comportement que j'ai, c'est j'invente une excuse pour ne pas avoir de rapport. Je suis soulagé, je n'aurai pas de panne ce soir, mais finalement, on se dispute. Et le cercle continue. Et quand j'arrive à leur montrer ça, ça peut les aider. Pour l'éjaculation prématurée, vous avez 3 critères importants à rechercher. Brièveté, absence de contrôle et souffrance. Il n'y a pas de définition universelle pour la brièveté. Ça peut être en minutes. Est-ce que c'est 1 minute, 2 minutes? Est-ce que c'est un nombre de va-et-vient intravaginal? En tout cas, ce qui va compter, c'est la plainte du couple qui se plaint de la brièveté du rapport. L'éjaculation survient avant que l'homme ne le souhaite et il ne parvient pas à la retarder. Et on s'accorde à rattacher cela à une mauvaise gestion de l'excitation et du plaisir. Quand on arrive à expliquer ça aux hommes, il y a de vrais progrès et des vraies thérapies qui sont là-dessus. Donc là, il y a des vraies thérapies non médicamenteuses. Voilà, ce critère de souffrance est indispensable parce que si l'homme ou le couple ne s'en plaint pas, on ne traitera pas quelqu'un qui ne souffre pas. Alors le docteur Marie Barré, qui est maître de conférence de médecine générale à Brest, qui n'est pas là parce qu'elle pouponne, mais en tout cas a mené un travail de recherche qui a permis d'identifier 6 stratégies pour aborder le sujet de l'éjaculation prématurée en consultation. 3 stratégies d'investigation et 3 stratégies d'attitude pour nous les généralistes. Donc, les stratégies d'investigation, c'est un aiguillage volontaire de la conversation vers la sexualité et les potentielles difficultés sexuelles rencontrées. Donc, on l'a déjà vu avant et puis avec la dysfonction érectile, le questionnement systématique et direct lors d'une consultation, l'aide à la verbalisation, faisant en sorte que le patient se raconte autour du sujet, par exemple avec des questions ouvertes sur sa vie sociale, sa vie professionnelle, son couple, ses rapports, l'évocation de signes que le patient pourrait avoir, par exemple, vous avez quand même des signes de dépression. La dépression, ça peut donner une fatigue physique, morale, aussi sexuelle. Et puis on se tait, on voit ce qui sort. Il y a 3 stratégies d'attitude. C'est faire sentir sa réceptivité, sa disponibilité à tous les sujets à travers une attitude adoptée par le médecin pour inciter le patient à se livrer. C'est l'alliance thérapeutique. Donc on garde une attention intacte jusqu'au dernier moment de la consultation. Le médecin montre par son attitude qu'il reste ouvert à un autre motif de consulte, même lorsqu'il est sur le point d'ouvrir la porte. C'est les fameux motifs de poignée de porte, afin de laisser au patient la possibilité d'aborder le sujet librement à tout moment. L'approche fonctionnaliste dédramatise la sexualité, c'est un organe comme un autre qui a ses travers. On peut insister sur la fonction mécanique et naturelle de la sexualité. Ça permet d'alléger le caractère dramatique du sujet sans le minimiser pour autant. Une petite remarque, l'éjaculation prématurée, elle peut être masquée par un autre trouble sexuel. Un patient se plaint, vient vous voir et va se plaindre de dysfonction érectile, alors qu'en fait, quand il était plus jeune, il avait une éjaculation prématurée, il enchaînait tout de suite par un 2e rapport sexuel, et donc là, ça allait bien pour lui, ça allait bien pour son couple. À un certain âge, le temps de latence entre 2 érections augmente, et l'homme ne peut plus enchaîner 2 rapports sexuels, ce qui est tout à fait normal. Par contre, quand il va venir vous voir en consultation, il ne va pas se plaindre de l'éjaculation précoce, il va se plaindre de la dysfonction érectile. Je vous ai remis un exemple de cercle vicieux qu'on a souvent avec l'éjaculation précoce. On a un rapport sexuel et l'homme se dit « je vais éjaculer trop vite ».
Je vais bouger vite, comme ça on va profiter du peu de temps qu'on a, je vais la laisser faire, elle sait mieux que moi ce qu'il faut faire. Il est anxieux, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à bouger vite, évidemment, comme il bouge vite, il ne contrôle pas du tout, il éjacule trop vite, il est déçu, il s'en veut. Alors, le trouble du désir. La baisse du désir sexuel ou baisse de la libido, c'est une diminution de l'intérêt pour la sexualité. Et que vous dit le patient ? Docteur, j'ai plus envie d'avoir de rapport. Mais est-ce vraiment un trouble du désir ou est-ce un autre trouble sexuel qui lui ressemble ? Il faut vérifier qu'il ne s'agit pas d'un autre trouble sexuel, comme des pannes d'érection ou une éjaculation trop rapide, que le patient ne met pas au premier plan. La question clé que vous devez poser, c'est si vous aviez une érection normale, de qualité, auriez-vous envie d'avoir des rapports ? Ah oui, docteur, si mon érection était normale, j'aurais envie d'avoir des rapports comme avant. Donc c'est un trouble du désir secondaire à la dysfonction érectile, et c'est ça qu'il va falloir traiter. Il faut aussi savoir si cette baisse de désir, c'est pour sa compagne seulement ou pour toutes les femmes. La question clé que vous devez poser, c'est cette absence de désir, c'est pour votre compagne ou pour toutes les femmes. Si c'est que pour sa compagne, c'est un problème de couple, on l'envoie chez le sexologue. Sinon, on va doser la testostérone, on va peut-être rechercher une dépression, un conflit intrapsychique, peut-être une immaturité sexuelle, et on verra aussi un spécialiste. Alors, je vous remercie beaucoup. J'ai encore un message à vous faire passer. Rappelez à vos patients, aux hommes qu'acheter sur Internet est très dangereux. En France, le marché de la contrebande, c'est 1 milliard d'euros par an. Il y a 14% des Français qui achètent sur Internet des médicaments qui sont normalement sur ordonnance et qui se mettent en danger. Et vous voyez que c'est bien fait et qu'on se laisserait attraper. Vous voyez là une unité de fabrication clandestine de Viagra en Égypte. Voilà comment c'est fabriqué. Et donc, dans ces médicaments qu'on saisit sur Internet, quand on les analyse, des fois, il n'y a aucun principe actif, mais des fois, on retrouve de la morora ou des éléments encore plus dangereux. Voilà, je vous remercie.